Bienvenue dans ce point bourse du 29 septembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence aujourd'hui avec la volatilité, l'indice du VIX notamment aux États-Unis. Pourquoi on en a parlé ces dernières semaines? On irait sûrement sur un soft landing, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de grosses, de gros cracks, de grosses chutes des marchés violentes, mais on va certainement atterrir assez doucement avec des taux hauts, avec une inflation qui peine à baisser, mais qui baisse quand même un petit peu partout. Des chiffres aussi économiques qui sont assez moyens, mais l'économie reste résiliente et on devrait, si on n'a pas de récession, avoir quand même un ralentissement économique et donc un tassement un peu des bénéfices et des performances des entreprises, mais pas d'un coup violent et de manière assez forte. Donc c'est ce qu'on voit ici avec le VIX. Là on a ici début 2020 le Covid, donc on voit c'était quelque chose d'inconnu, quelque chose de très violent. On passe d'une zone où on était autour des 15-20 à monter à plus de 80, donc c'est monstrueux. Et l'après-Covid, on a quand même eu pas mal de petits pics là. Et depuis cette période-là, environ fin d'année 2022, hein, le VIX continue de descendre et on n'a plus de gros pics sauf début mars. On le voit, on est dans des niveaux assez faibles au niveau de la volatilité, entre 12 et 20 dernièrement. Donc cet indice qui nous pousse à croire que... alors, on est toujours baissier sur les marchés, on vise toujours une correction, mais pas avec des gros chandeliers rouges de 3 à 4% pendant plusieurs jours. On aura certainement une construction, une consolidation, un peu une dégradation plus ou moins construite, plus ou moins continue sur les marchés. On va commencer juste avant les indices. On va voir aussi notamment le Brent, c'est toujours intéressant, hein, le pétrole, pour mesurer un peu la demande. Sur le pétrole, on est toujours dans le même cas de figure, autour des 95, un petit peu moins, entre les 90 et les 95, avec le... Ah, il y a eu un rollover, hop, on est ici. Avec les 98 environ en résistance, hein. Le Brent toujours haussier, évidemment, euh, mais, euh, mais pas de fin de la hausse, pas de début de la baisse, une période un peu de temporisation sur le Brent, où la demande n'est pas encore impactée, mais le jour où la demande sera impactée, on verra certainement une grosse correction. Pour l'instant, la baisse de production des pays producteurs du pétrole suffit à maintenir un taux élevé. Et ce qu'on a dit avant, donc sur la baisse un peu continue, mais assez lente de la dégradation économique et des actions, feront que certainement on n'aura pas non plus de gros cracks sur le pétrole et la demande, mais on aura certainement une baisse contrôlée. Donc c'est à quoi on peut s'attendre prochainement, peut-être également sur le pétrole. Donc un cours qui arrive sur ses plus hauts et qui devrait commencer peut-être à consolider. Et pourquoi pas revenir sur cette oblique là de correction, hein, ou à minima retester les 87 assez prochainement sur l'or. Comme on a eu un petit rebond technique, hein, sur les marchés, bah, l'or a un peu chuté. On a eu aussi le dollar, on verra après, avec des petits sursauts. Donc l'or n'a pas cassé vers le haut, on le voit, un point d'impact, 2 points, 3 points, 4 points. On se préparait peut-être à une sortie ici, et finalement non. Donc tout ce qui est or et minière or, c'est plutôt à oublier prochainement, dans un avenir très proche, parce que qu'est-ce qu'on fait avec l'or? On va probablement aller ici sur un support, hein, autour des 1800, 1817. Et après, on le voit ici, une belle zone de défense, hein, sur l'or, sur ces niveaux-là. Ici aussi, ça avait fait une petite résistance avant de faire support. Donc c'est cette zone-là qu'on jouera certainement dans quelques semaines, au mois d'octobre, avant certainement encore un rebond, on retester l'oblique, et puis le jour où on cassera, il y aura peut-être une confirmation aussi que les marchés vont un peu plus mal. Et donc les indices. Juste avant l'euro-dollar, on le voit, hein, le dollar qui revient fort, là c'est l'euro-dollar, donc l'euro qui baisse depuis ici, hein, depuis la mi-juillet, c'est-à-dire que le dollar monte,
Et on est revenu sur un support intéressant des 1,04. Donc il y a eu une petite réaction, mais pour l'instant, le cours est toujours favorable au dollar, hein. Le dollar est toujours haussier, l'euro est toujours baissier, puis on a cassé une zone importante ici sur les 1,078. À voir jusqu'où va aller la paire euro-dollar, mais pour l'instant, le dollar qui revient à des niveaux de valorisation intéressants, ce qui permet aussi de gagner un peu sur les actions qu'on a en dollars, hein. À chaque fois que l'euro-dollar baisse, bah, nos actions en dollars, elles montent mécaniquement. On va regarder donc les indices. Alors avant de commencer avec le CAC, on va regarder rapidement le Dow Jones qui à la mi-séance, bah, il était bien parti et puis il commence un peu à chuter. Là, il est à moins 0,1. Et depuis 15h45, 16h, là, les marchés ont nettement dégringolé, hein. Donc là, on est en dessous encore, on est à 33 617. Donc c'est par là. Toujours sous la moyenne à 200, le Dow Jones en correction. On va pas s'attarder plus, hein, que d'habitude. Rapidement, le Nasdaq qui s'en sort un petit peu mieux, mais on le voit, un rebond technique depuis quelques jours. C'est ce qu'on a eu notamment hier, jeudi, et là, vendredi. Pour l'instant, on est en positif, hein. On gagne presque 0,6% à la mi-séance, mais on voit qu'on a rebondi sur la moyenne à 100 jours, qu'on n'a pas comblé le gap, qu'on est toujours dans une phase de correction et qu'on va certainement, après cette sous-vague dans la vague baissière, continuer le mouvement vers où? Bah, vers ici, hein, vers cette zone qui nous amènera peut-être à 13 714 sur le Nasdaq. Il y a pas mal de technologies qui ont bien monté, notamment de la fin de l'année jusqu'à cet été. C'est logique qu'elle consolide, qu'elle corrige. Ça, c'est pour les meilleures et pour les moins bonnes, forcément, si les conditions économiques sont plus compliquées, bah, elles vont elles aussi avoir encore plus de mal. Donc, même celles qui vont bien consolident, celles qui vont mal continuent de descendre. Donc, forcément, sur le Nasdaq, on va avoir certainement ces prochaines semaines une continuation de la consolidation, même si on a toujours un graphique plutôt intéressant, mais qui redeviendra probablement acheteur sur ces zones-là, hein, les 13 008, 14 000 environ. Ce sera intéressant pour l'instant. On est plutôt en phase de conso et donc de dégradation des actions US. Et enfin le CAC. Le CAC c'est la même chose, léger rebond, plus 0,2. On le voit ici, une mèche haute, on va zoomer. On a ouvert ici autour des 7150, on est allé taper quasiment la moyenne à 200, hein. Bah, comme un peu annoncé par pas mal. C'est la sous-vague dans la vague, c'est toujours la même chose. On a une vague, hein, qui est baissière depuis ici la mi-juillet, fin juillet. Et à travers cette vague baissière, ben, on a des sous-vagues avec des rebonds de moins en moins haut, des rebonds de plus en plus bas. Donc là, c'est pareil, on a rebondi ici sur le support à 7083, on vient retester un peu la moyenne à 200, et puis il y a des chances qu'on joue cette zone-là, et certainement qu'on la casse vers le bas pour aller taper les 6008. C'est notre objectif toujours sur la plupart des indices et des actions, donc toujours en mode correction. On le voit, hein, les marchés ont du mal, les marchés ont beaucoup de mal à ne serait-ce que rester à plat. Et puis il y a ces zones clés, hein, la moyenne à 200 toujours, ou l'oblique ici, on n'est même pas là. On ira peut-être la toucher quand on sera un peu plus bas, autour des 7002, mais la phase de correction, elle est nettement amorcée. On en parle depuis ici, depuis le début août à peu près, de cette phase de correction sur le CAC qui est en train de se matérialiser. On va même la regarder en minutes parce que c'est assez flagrant, hein. L'ouverture, elle est ici. Donc léger gap aussi à l'ouverture, on est allé chercher quasiment 1%. Et puis vers 15h45, 16h, on a un peu décroché. Alors il y a eu des chiffres qui étaient plus ou moins attendus, mais notamment il y a les PMI sur Chicago qui étaient assez mauvais, qui peuvent peut-être expliquer une partie de la baisse, hein. Des indices notamment, donc derrière ça décroche, et tous les indices font à peu près la même chose vers 16h, donc une grosse baisse. On revient au journalier, hop, pour voir qu'on va toujours jouer donc à cette zone-là, et qu'on vise certainement le bas. Les volumes sont pas énormes, mais ils sont plutôt corrects, hein, pour un vendredi. C'est le dernier vendredi du mois également, donc on attaquera octobre. Toujours assez proche du support, hein, qu'on espère voir lâcher, parce que si vous suivez,
On a pas mal de shorts hein, sur le portefeuille, on est plutôt baissier à part quelques rares actions encore. On va regarder euh, avant le CAC 40, on l'a fait, on va regarder quelques valeurs du portefeuille qui étaient intéressantes et on finira avec des valeurs du CAC 40 et quelques actions américaines. Alors sur le portefeuille, on va pas les faire toutes, pas s'attarder. Juste regarder les plus intéressantes, notamment celles qu'on avait pris dernièrement. AMD, on est positif, hein, on l'avait acheté ici sur support à moyenne à 200, on a eu un début de réaction. Et là, c'est la zone clé, parce qu'on voit hein, cette résistance sur l'oblique blanche. On est venu la toucher quasiment aujourd'hui, donc on est en train de la jouer. Si on n'est pas capable de se maintenir sur ces niveaux-là et de la casser rapidement, qu'est-ce qui va se passer? On continuera de zigzaguer dans ce canal un peu baissier. Donc ça nous arrange pas trop. Éventuellement monter les stops, mais l'action reste certainement à moyen terme intéressante. Donc à court terme, il faut rapidement casser, sinon on va retourner sur notre prix d'achat. Par contre, à moyen terme, on a eu une belle réaction ici hein, sur les 95 environ. La moyenne à 200, tout est encore ascendant, c'est un secteur plutôt porteur. Donc sur AMD, on est encore plutôt favorable. Mais il faudra une petite réaction et voir aussi ce qu'elle va faire par rapport au Nasdaq, si elle arrive à surperformer le Nasdaq, comme d'autres valeurs sous-performent, ça pourrait nous inciter à rester. Pour l'instant, c'est à peine le cas, hein, fait quasiment 1%, alors que le Nasdaq fait 0,6, donc on a une surperformance pardon, de 0,3, ce qui n'est pas énorme. Mais on verra donc probablement en cette fin de journée et lundi pour voir si on reste ou pas. Apple et Amazon, on va faire les deux. C'est intéressant parce que ça fait partie des très grosses pondérations du Nasdaq notamment. Et on le voit, hein, après cette grosse hausse, on a eu des échecs sur des niveaux pivots et des débuts de consolidation assez forts, hein, parce qu'on vient d'ici, on en est à environ 15% de perdus en quelques séances. Ça peut paraître énorme, mais on a une progression et une montée qui a été énorme sur Amazon. On le voit, on a gagné plus de 64% en 6 mois. Donc ce retracement est plutôt sain, est toujours normal et garde la valeur à moyen et long terme toujours dans une optique positive. Mais c'est normal qu'il y ait des consolidations comme ça. Donc c'est ce qu'on vise aussi sur certaines valeurs ou certains indices. Donc c'est une consolidation logique. Et c'est quand on arrivera sur des niveaux pivots, des niveaux clés. Si Amazon revient par exemple ici, hein, autour des 109 sur la moyenne à 200 et qu'elle les casse, et bien là on va peut-être casser un peu la dynamique haussière qu'on avait. Mais pour l'instant on est toujours dans une dynamique haussière, dans un retracement qui est tout à fait normal pour une valeur. Après une grosse progression sur Apple, c'est la même chose. Hein, je répète pas ce que j'ai dit sur Amazon, il y a juste les niveaux qui changent. Grosse progression, après une correction, on arrive déjà sur la moyenne à 200, il y a un petit support ici sur les 155, et c'est si on casse ces niveaux-là qu'on pourra peut-être remettre en cause la belle tendance des technologiques pour la suite. Deezer. Alors Deezer c'est une petite ligne, hein, donc forcément ça fait pas des étincelles, mais on a eu une belle journée hier. Notamment avec une progression, ici on le voit, le gros chandelier, hein, de plus 14%. Donc on en avait parlé où, à peu près ici, hein, sur Deezer. Donc c'est une petite ligne en spéculatif, c'est pour ça qu'on met pas une grosse taille de position. On peut pas mettre une grosse taille de position sur ce genre de valeur, évidemment, où déjà les volumes sont pas énormes. Et l'introduction s'est plutôt mal passée, mais après ce gros trou là, c'est ça qui nous incite à rentrer. Hop, des gros volumes, des chandeliers qui nous incitent à rentrer, puis derrière un début de retournement. Donc là, on a la confirmation. On revient déjà au-dessus de notre prix d'achat, mais on vise beaucoup plus haut du fait qu'on a quand même une ligne assez faible pour se prémunir d'un risque. Donc ce genre de valeur, on va chercher plutôt les 60, les 80, les 120%, plutôt que les 10 ou 20%. Donc on vise une zone par là, probablement autour des 4, avant d'envisager de s'en séparer.
Géo Group, je vais passer rapidement. On a toujours cet échec sous la moyenne à 200, mais on sent qu'il se passe quand même quelque chose sur cette valeur. C'est peut-être pas le meilleur moment pour investir. On le voit, on est à la limite, la 72, limite en surachat. On est sur des zones pivots. On va attendre que ça se calme un peu, mais probablement pour le mois d'octobre, on verra comment ça se goupille. Géogroupe, ils vont certainement se placer dans une optique favorable à moyen terme. Donc il faudra les suivre. Et puis si on a une grosse poussée, peut-être rentrer un peu quand même pour pas rater le train. Mais pour l'instant, on va laisser le travail se faire autour des 8-9 et voir comment ça évolue. Hermès, alors comme pas mal de luxe, en rebond technique, on le voit, hein, on a frôlé le support, là on fait quoi? On fait un rebond, mais comme un peu le CAC, ça tient pas. On gagne finalement 0,5, mais on voit, on avait ouvert ici sur les 1768 environ, on finit sur les 1729. Donc on perd quasiment tout ce qu'on a gagné dans la séance, et puis on travaille quand même sous toutes les moyennes qui se retournent. Donc le luxe, on verra Kering après. Toujours en mode consolidation, plus ou moins fort, plutôt moins que plus, c'est-à-dire qu'on n'aura pas des grosses journées catastrophiques, mais on aura certainement des descentes comme ça en escalier pour aller chercher les supports un peu plus bas. Calra qui tient bien, hein, on s'accroche à la moyenne à 200, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on peut regarder aussi sur Calray? On est déjà ressorti des 30 niveau RSI. Alors on n'y a été qu'une fois, hein, enfin en plusieurs fois, en plusieurs jours, mais on n'a fait qu'un aller-retour. Voir si ça tient, mais déjà c'est un premier objectif d'être sorti de cette zone des 30. Le deuxième, ce sera attaquer l'oblique RSI ici. Premier point d'impact, hein, sur les plus hauts, le deuxième. Et puis si on arrive à casser, là on n'est pas loin des 45-50, on aura certainement une confirmation que Calray va être en rebond, qui a été un peu trop vendu, hein, suite à ces annonces de, de résultats et de, et de prévisions ici entre le 20 et le 21 septembre. Donc oui, toujours Calray, un secteur à privilégier, hein, les semi-conducteurs, les puces, c'est intéressant. La confirmation probablement dans le mois d'octobre. Sinon, si on a une continuation de la chute, on aura ce beau support, hein, entre 16 et 18 qui s'achètera très probablement aussi pour du moyen terme. Donc Calray, on n'est pas inquiet si ça descend et si ça monte, on n'hésitera pas certainement à doubler la position. À Thales, on vise toujours un peu la correction, hein, sur Thales. On a frôlé ici la moyenne à 200, on fait un petit rebond. Comme souvent, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est la force du rebond. Ça nous donne pas mal d'indications un peu sur la force d'une action. Et bah là, pour l'instant, le rebond, il a pas l'air très fort, hein. On a frôlé la moyenne à 200, on envisage un petit rebond. Euh, Sous toutes les moyennes, ici, on le voit, il y a pas de force, il y a pas véritablement de rebond très fort pour aller chercher la moitié de ce qu'on a perdu, revenir ici sur les 135, 136, non, on reste un peu bas. Ce qui me fait un peu dire de garder pour l'instant ma position et puis toujours de viser les 129 voire plus, hein, parce que si on vient à casser ces niveaux-là, ça pourrait accélérer la correction sur le titre avec ces nombreux échecs ici sur les 140. On voit que le titre décide plutôt de consolider. Allez, on va regarder quelques actions du CAC 40 et notamment, qu'est-ce que j'avais noté? Alors il y avait Kering, hein, pour le luxe, et on le voit sur Kering, ça casse un peu tout. On casse ici un petit support intermédiaire, on casse un support peut-être un peu plus intéressant ici sur les 445 environ. Je retrace.
Donc ça, il n'y a rien qui tient. On voit qu'on a une accélération de la baisse. On est au niveau des sous les 30, hein, niveau RSI, on est en survente, on est un peu en panique sur le luxe. Alors aujourd'hui, pareil, hein, rebond technique comme sur pas mal de valeurs, que ce soit sur le CAC ou ailleurs. Mais la tendance, elle est nettement dégradée, donc il ne faut pas y voir probablement un moment pour se placer, une belle hausse, hein, plus 0,5, parce que la tendance, elle est dégueulasse. Et il faudra encore pas mal de belles journées pour se placer sur Kiri. On a un support ici sur les 387 qui semble pas forcément très, très lointain. Et là, on est sur un petit support, mais à peine intermédiaire. Pour moi, il est pas trop intéressant, hein. Le plus bas qu'on a eu ici au mois de mai, on est quasiment sur le même niveau, mais on a une force un peu vendeuse qui est tellement forte qu'on verrait quand même un meilleur prix d'achat si on veut rentrer sur le luxe dans une optique moyen terme, parce qu'à court terme, c'est pas le moment, hein, c'est moche. Ce serait ici autour des 400 et moins, hein, les 390 par là. Ce serait probablement intéressant. Après, pareil, surveiller les indicateurs. Et pour l'instant, ils nous disent un peu que tout est au rouge sur le luxe. Donc, on va éviter d'acheter. On avait également Worldline. Worldline, c'est pareil. Alors oui, c'est plutôt une belle valeur fondamentalement, mais alors elle a énormément perdu, hein. Hop, elle a perdu rapidement près de 60%. Mais derrière, il n'y a pas y a pas de rebond et on recasse tout. Et moi, j'avais noté normalement sur Worldline, je crois que c'est en 2 jours. Ouais, c'est ça. C'est une zone ici autour des. Non, c'est pas celle-là. On a une zone autour des 23 plutôt. Avant les 18 qui semblent un peu loin, mais une zone, ouais, une belle zone de travail. Ici, on le voit au mois de 2000, 2015, 2016, les 23-24 sont assez joués par le titre. C'est peut-être le début de quelque chose si on arrive à se maintenir sur ces niveaux-là. Maintenant, pourquoi on n'investit pas, hein, même si les fondamentaux sont plutôt corrects, il faut attendre véritablement que le marché en prenne acte et décide de racheter la boîte. Parce que là, pour l'instant, quand on casse tout comme ça, on peut toujours continuer d'aller beaucoup plus bas. On l'a vu avec Téléperformance, hein, qui est une action assez suivie et toujours assez aimée, mais elle fait que descendre. Donc c'est jamais le moment d'acheter quand on voit les titres comme ça se vautrer. Il faut attendre une stabilisation du cours. Et on va regarder juste ce qui a extrêmement performé et non. Unibail. Alors Unibail, pareil, plutôt en rebond technique. On va regarder Nexity après. Téléperformance, c'est pareil. C'est un beau rebond, hein, 3,4, mais on voit que le graphe ne fait que descendre et à chaque fois, c'est des rebonds plutôt techniques. Et la continuation de la baisse se fait, hein, toujours en résistance à la moyenne à 50 à peu près, hein, c'est les petits pointillés jaunes. Toujours impossible de suivre. Et puis on suit l'oblique ici, la première oblique, hein, de correction que le titre semble plutôt apprécier et continuer de descendre. Et ce qui a plutôt pas trop marché, bah, plutôt paradoxalement, c'est les valeurs les plus intéressantes, notamment Total. On le voit, Total a énormément performé ces dernières semaines. Et là, c'est quoi? C'est un transfert de flux, hein. Comme on a un rebond technique sur les valeurs qui ont eu assez pas mal de mal ces derniers temps, bah, on retire un peu les capitaux sur ce qui marche bien, ce qui est en consolidation, comme Total notamment, qui, on le voit, est plutôt dans une dynamique favorable. Et c'est la même chose pour Safran, on en avait parlé, Safran, hein, qui casse les résistances une à une, qui s'en sert comme support et qui continue de monter gentiment. Et AXA, c'est pareil. Euh, c'est toujours aussi une valeur intéressante, bien orientée. Alors je voulais juste voir Nexity. Normalement, je l'ai marqué. Allez, ici.
Alors pourquoi je m'intéresse à Nexity? Parce que la chute, elle est vertigineuse, hein. On parle du possible crack immobilier, mais est-ce qu'on n'aurait pas déjà tout anticipé la baisse? Parce qu'une fois que les problèmes de pouvoir d'achat et d'immobilier vont être mis dans les cours, qu'est-ce qu'on va viser? Ben, on va viser à 6 mois, 9 mois, à 1 an, et la reprise éventuelle. Et c'est ça ce qui va nous intéresser, hein, pour se placer sur les valeurs immobilières. Et Nexity, on le voit entre la rentrée 2021 et la rentrée 2022, donc environ 1 an, elle a perdu 60% de sa valeur. C'est énorme. On avait le Covid ici, avec la chute, on était dans les 30. On est arrivé sur les 17, donc divisé par 2. On est revenu au niveau des 30, encore une fois divisé par 2. Et puis après, le rebond, hein, mais le rebond qui a du mal à se faire. Ce qu'on peut voir aussi, c'est les figures, avec cette grande figure assez lente, assez longue. Une deuxième figure après où on a un peu moins de volatilité, puisqu'on voit, on travaille entre les 17 et les 25. Et puis là, on vient casser les 17 qui avaient bien marché, hein. C'est ici, c'est le plus bas de 2020. C'est la réaction sur les 17 en 2022, notamment septembre-octobre. Et là, c'est la cassure avec le gap. On peut le noter. Hop, gap baissier à l'ouverture, c'est jamais une bonne chose. Il est ici, 18-15. Le gros chandelier et cassure de support. Donc on a trois choses, avec gap baissier à l'ouverture, cassure de résistance et très gros chandelier rouge, puisqu'on perd 12% sur ce chandelier-là. Donc à partir d'ici, on peut voir une troisième figure, une petite figure, la grande, la moyenne et la petite, qui nous amène peut-être à la fin de cette grosse tendance de baisse, avec la baisse, la construction, la tentative de sortie avortée, continuation de la baisse. Et donc ce qu'on attend ici, c'est peut-être un support, hein, qui tient, et un début peut-être de retournement en octobre-novembre. C'est pas impossible, vu la perte énorme, hein, en termes de pourcentage de la valeur. Les chiffres n'ont pas été monstrueux sur la première partie de 2023, mais on était quand même dans le positif, hein, au niveau du résultat net, notamment de Nexity. Est-ce que ça n'a pas été un peu trop survendu et que finalement maintenant on arrive à des niveaux de valorisation qui sont satisfaisants, même avec les projections qui vont être beaucoup moins bien, hein, en termes de bénéfices? Peut-être, donc pourquoi pas acheter. En plus, c'est assez volatile, donc on le voit ici, on est sur les 13-14, on peut rapidement taper les 15-16 en termes de pourcentage, ça fait plus de 10% rapidement, on le voit. Va même taper les 15%. Sur le graphe, on n'a pas l'impression que c'est important, mais elle est très volatile. Donc il y a peut-être quelque chose à faire tant qu'on tient ici les 13 euros. Les valeurs abonnées, je crois que je les avais déjà fait. Euh, Inelec Multimédia, alors il y a un petit rebond sur Inelec, mais j'avais parlé des 8,50, hein, donc on arriverait certainement sur le haut. À voir si elle continue. Moi, je resterai pas sur ce genre de choses parce que généralement, quand on a des grosses poussées comme ça, on arrive ici sur les plus hauts. Alors, des fois, ça repart, on est capable de continuer la hausse. Moi, je ne la jouerai pas. Intel, c'est un peu comme AMD, hein, elle est plutôt bien orientée, on le voit, avec cette phase de retournement qui est en train de se mettre en place. Et puis, les plus bas rachetés toujours de plus en plus haut. On le voit ici dans l'ellipse, une deuxième fois, une troisième fois, et là, la quatrième fois, sur support, les supports des 34, on le voit, ça monte gentiment, hein, sur Intel, c'est plutôt intéressant. Donc, un peu comme AMD, comme pas mal de valeurs techno puces, c'est peut-être des valeurs à garder. Contrairement à beaucoup d'autres valeurs qui sont plutôt à shorter, mais on l'a vu déjà ces dernières semaines. Ubisoft qui est pareil, hein, on n'est pas loin du retournement. Mais moi, ce qui m'embête un peu sur Ubisoft, déjà, c'est ce qui s'est passé avec le rachat un peu, pas le rachat des parts pour se protéger, pour pas ne pas se faire racheter, hein, pas avoir d'OPA sur le titre. Et puis la gestion d'Ubisoft qui est assez moyenne, moi je trouve. Et la force
Quand on a un début de retournement comme ça, généralement on a des volumes et puis des chandeliers un peu forts. Et puis là, on a l'impression que ça fait pchit derrière, hein. Bon, on monte gentiment, mais il n'y a pas véritablement de grosses hausses. Même si la tendance elle se confirme, hein, elle est légèrement haussière. C'est quand même assez mou ce qui se passe sur Ubisoft. Donc quand on n'a pas de force comme ça et d'acheteurs qui sont capables de soutenir le cours, quand ça va aller moins bien, ça risque de chuter aussi rapidement. Donc Ubisoft, on reste plutôt favorable, mais attention quand même à une éventuelle correction. Et je voulais faire deux actions américaines, notamment Netflix. Netflix, on en avait parlé. Parce qu'ils reviennent ici sur un niveau vachement intéressant. On dézoome, c'est le canal haussier entre l'oblique verte, l'oblique rouge. Donc quand on arrive sur le vert, ça rebondit, il faut acheter. Quand on arrive sur le rouge, bah, il faut vendre. Là, on est même sorti du rouge, hein, zone de surchauffe, il faut vendre derrière, on le voit, ça corrige. Et pourquoi c'est vachement intéressant? Parce qu'on revient à la fois sur le support oblique ici, hein, le bas du canal haussier, cette oblique verte ici, et qu'on arrive aussi sur la moyenne à 200 et qu'on est plutôt quand même dans une belle tendance acheteuse, hein, sur Netflix. Donc le programme, hein, qu'ils ont fait pour un peu supprimer le partage de mots de passe, de compte, qui a obligé pas mal de personnes soit à se réabonner, soit à payer un petit surplus en plus, ça a été plutôt bien accueilli. Et donc le titre continue avec une hausse des abonnés, donc ça c'est plutôt intéressant. Moi j'avais pas parié dessus. Finalement c'était une bonne chose à faire pour Netflix. Et là on revient, on le voit, perte de volatilité. Perte de volatilité. On aplatit un peu la baisse, on revient sur des zones normalement qui sont censées être une zone de réaction et d'achat ici. Donc bah, peut-être vous savez quoi faire, hein, pour acheter éventuellement. Jusqu'à ce soir, sinon ce sera la semaine prochaine. On aura certainement encore l'occasion, hein, d'acheter le titre dans cette zone-là, mais plutôt positif, hein, sur Netflix. Et enfin, on a Walt Disney. Walt Disney, c'est trop tôt, mais c'est pareil que Next City. Avec cette baisse catastrophique, en un peu moins d'un an et demi, on a perdu 55% sur Walt Disney. On le voit, printemps 2021, été 2022. On passe de plus de 200 à 90. Ensuite, bah, comme sur Nexity, on tente les rebonds, la construction, mais ça part pas. Avec le support à 90, les tentatives de rebond de plus en plus basses, et puis on revient tester cette zone-là, on finit par casser. Donc là, on est probablement dans la troisième figure, avec là aussi une volatilité beaucoup moindre, on le voit, hein, par rapport aux gros chandeliers qu'on a eu et les grosses périodes. Là, c'est beaucoup plus petit. Et on a ici un support à 79, c'est le plus bas de 2020, donc c'est le plus bas Covid, qui pourrait enfin faire réagir Walt Disney, puis entamer le début d'une recovery. C'est trop tôt encore, mais si on tient pendant le mois d'octobre cette zone-là, il y aura peut-être aussi quelque chose à jouer sur Walt Disney, parce qu'on voit que l'action elle a été divisée par deux ou par trois. Donc là aussi, on a des niveaux de valorisation intéressants dans un secteur alors assez concurrentiel, hein, Walt Disney avec notamment ses chaînes à péage. Mais il y aura certainement un rebond à plus ou moins court terme. Mais si on tient les 79, ce sera peut-être ici un des points les plus bas. Donc à surveiller pour le début octobre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire les actions que vous suivez, les actions que vous voulez qu'on analyse, les questions aussi que vous avez sur le trading ou la bourse en général. Voilà, bon trade, à plus.